Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le replay foot fait ses awards. Voilà, on va décerner les titres de meilleurs joueurs, de meilleurs entraîneurs, de meilleurs 11 de la saison. Bref, voilà. Anderson, est-ce que t'es chaud pour envoyer? Écoute, je suis bouillant, hein, j'ai sorti mon meilleur polo pour cette cérémonie des awards du replay. Hein. C'est Je pense que incroyable. voilà, c'était obligatoire. Qui dit award dit être sur son 31 et je suis sur mon 31. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des différents choix qu'on a fait. Et nous, on envoie le générique. C'est parti! Allez, on commence sans plus tarder avec la première catégorie. C'est la catégorie du meilleur entraîneur. L'entraîneur de l'année, Anderson. On a retenu 4 noms. Voilà, pour nous, c'est 4 noms qui semblent assez évidents. Carlo Ancelotti, Unai Emery, Luis Enrique et Xabi Alonso. Déjà, moi, j'aimerais avoir ton avis peut-être sur le premier nommé, Carlo Ancelotti, parce que voilà, il a quand même fait une grande saison avec le Real. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que voilà, les statistiques et sa saison avec le Real Madrid parlent pour lui-même. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, il est champion quand même d'Espagne, hein, avec une équipe décimée. C'est-à-dire que le Real Madrid a joué cette saison sans ses deux défenseurs centraux principaux. Hein, ils ont joué sans leur gardien, qui est sûrement le meilleur gardien du monde, et sans numéro 9. Et malgré ça, Carlo Ancelotti, il te sort une grosse saison. Ce n'est que légitime qu'il se retrouve dans cette liste-là. Et en plus, cette année, j'ai l'impression qu'il a un peu plus fait tourner son effectif que les années précédentes. Donc, ça veut dire que malgré ces années d'expérience, il se bonifie encore comme du bon vin. Hein. Franchement, c'est incroyable ce que Ancelotti fait et ce n'est que normal qu'il se retrouve dans cette liste. On a également Luis Enrique du Paris Saint-Germain. Forcément, on était obligé de le mettre dans cette liste. Il a marqué la saison de son empreinte. Ça a été la vraie star du PSG cette année. Voilà, il a permis au PSG de faire un énorme parcours en Ligue des Champions. Il a rétabli un petit peu l'ordre dans l'effectif parce que voilà, les stars qui sont partis cet été, voilà, lui ont donné plus de mainmise sur l'effectif. Il a permis, bien entendu, à des joueurs comme Vitinha, par exemple, de se révéler, à un joueur également comme Warren Zaïre-Emery, voilà, de prendre un petit peu plus ses responsabilités. Voilà, c'est pour lui, je pense qu'il pouvait pas rêver meilleure première saison avec le PSG, donc c'est tout naturellement que on le met dans nos nominés. Le troisième, c'est Unai Emery. Unai Emery, Anderson, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Lui aussi qui fait une saison incroyable. Faut quand même rappeler qu'on parle de quelqu'un qui, lors de son passage au Paris Saint-Germain, pour certaines personnes, c'était un piètre entraîneur. Hein, ça a critiqué. C'est vrai que tu n'as jamais fait partie de ces gens-là, et je dois l'avouer, Femi. Mais quand tu connais le CV d'Unai et quand tu vois les clubs par lesquels il est passé, malheureusement aujourd'hui il est connu comme l'entraîneur qui a subi cette remontada. Mais Unai, il avait déjà fait du bon boulot à Villarreal. Là, il revient cette année en Angleterre avec cette équipe de Aston Villa. Mais quelle saison ils sont en train de faire! C'est-à-dire que avec peu, il fait des grandes choses. Et encore une fois de plus, je tiens, en Angleterre, on parle plus souvent des Pep Guardiola, on parle plus souvent de Jürgen Klopp, mais je suis désolé, quand tu as un entraîneur comme ça, avec, j'ai pas envie de dire aussi peu de budget, parce que tous les clubs en Angleterre ont du budget, mais avec beaucoup moins de moyens que des grands clubs en Angleterre, et que tu vois que finalement, ça fait mieux que Manchester United, que ça fait beaucoup mieux que Chelsea, bravo à lui. Franchement, Unai, bravo pour cette saison vraiment incroyable, et que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan européen, il a fait du taf. D'ailleurs, tu as parlé de Pep Guardiola et de Jürgen Klopp. On les retrouve pas dans nos nominés. On parle vraiment de l'entraîneur de la saison. En l'occurrence, nous, on considère qu'ils n'ont pas forcément marqué la saison de leur empreinte, malgré le fait que ce soit voilà, de très grands entraîneurs. C'est pour ça qu'ils sont pas dans cette liste. Et le vainqueur, l'entraîneur de l'année selon nous, c'est Xabi Alonso. Sans surprise, bien évidemment. Sans surprise. C'est normal, c'est normal. Je pense que Femi, on était d'accord. Je pense qu'on n'a pas trop débattu là-dessus, parce que la saison qu'a réalisé
Xabi Alonso avec cette équipe du Bayern Leverkusen, c'est exceptionnel. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que franchement, il a... Et puis moi, ce que j'apprécie dans sa manière et de faire les choses, c'est que tu vois sa patte. C'est-à-dire que quand tu vois cette équipe du Bayern Leverkusen jouer, vraiment, tu prends un plaisir fou. C'est-à-dire que ça court de partout, c'est en pressing constant et ils se projettent mais tellement vite vers l'avant et ça donne la saison qu'ils ont eu. C'est-à-dire qu'ils ont quand même mis fin à 12 ans de règne sans partage de Bayern Munich et c'est pas tout le monde qui est capable de le faire ça, de faire ça. On se rappelle Dortmund l'année dernière qui était en marche de faire ça et finalement ils trébuchent. Et là, cette année, le Bayern Leverkusen, ils ont dit non, nous, on va aller au bout et ils sont champions d'Allemagne et franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait, Xabi. Et en plus, on peut rajouter aussi le parcours européen qui va se solder par une finale d'Europa League. Bref, c'est une saison incroyable. Le Bayer Leverkusen a enfin brisé ce plafond de verre qu'ils ont eu entre les championnats manqués, les ligues des champions ratées. Après, c'est Zizou. Voilà. Et bien là, ils ont réussi. Et ça, c'est grâce à Xabi Alonso, qui est donc notre entraîneur de l'année. Prochaine catégorie, Anderson, c'est celle du gardien de l'année. Le gardien de l'année, on a 3 personnes sur la ligne de départ, Anderson. Le premier d'entre eux, c'est Gigio Donnarumma. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de sa saison? Grosse saison. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait fait une grosse saison. Comment dire, instinctivement, quand on a parlé du meilleur gardien de l'année, il y a 2 noms qui me sont venus directement et il en faisait partie parce que sur sa ligne, aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est un des meilleurs gardiens qu'on puisse trouver sur sa ligne. Il a fait tellement d'arrêts décisifs en championnat pour le PSG et en Ligue des Champions aussi, qui leur permet de faire ce parcours européen vraiment incroyable cette année. Le souci que j'ai eu un peu avec Donnarumma cette année, moi, c'est au niveau des sorties aériennes. C'est-à-dire qu'il est un peu hésitant et je ne comprends pas parce que c'est quand même quelqu'un qui fait plus de 2 mètres et il a du mal sur les sorties aériennes et même les relances. Je trouve que c'est toujours pas à 100% ça, mais je trouve qu'il a pris un peu plus d'assurance. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu sais qu'il va rater sa relance, mais il le fait de manière plus calme. C'est-à-dire que quand il reçoit le ballon dans les pieds, il n'est pas stressé, donc il continue encore de s'améliorer. Et sur sa ligne, je pense que sur sa ligne, vraiment pour moi aujourd'hui, si tu retires Courtois qui n'a pas joué de la saison, c'est le meilleur gardien du monde pour moi. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il fait une grande saison et notamment en championnat. Moi, j'ai quand même des limites sur ce qu'il a pu montrer en Ligue des Champions cette saison. Pour moi, un tel manque d'autorité, c'est assez rédhibitoire, mais bon, t'es quand même obligé de constater qu'il a franchi un step cette saison. Donc, c'est pour ça qu'on le nomme. Le deuxième qu'on a nommé, c'est Mike Maignan. Mike Maignan, gardien du Milan AC. Il a pris le pouvoir cette année également en équipe de France. Je crois qu'il est à 11 clean sheets cette saison avec le Milan AC. Voilà, c'est le taulier de cette équipe. Il est extrêmement apprécié par les tifosi milanais. Pour moi, voilà, en termes de régularité et de fiabilité cette année, je trouve que Mike Maignan, il mérite vraiment d'être dans cette liste. En plus, voilà, je trouve qu'il n'est pas forcément autant médiatisé que d'autres gardiens. Voilà, je trouve que... Après, je pense que c'est le championnat aussi qui fait ça. Peut-être le championnat qui fait ça. C'est vrai que la Serie A, elle est moins en vue. Mais en tout cas, voilà, pour nous, il méritait d'être dans cette liste. Mais le vainqueur de la catégorie, le gardien de l'année selon nous, c'est Andriy Lunin, Anderson. C'est logique. Franchement, je pense que personne n'aurait misé ne serait-ce qu'une pièce là-dessus, tout simplement parce que quand Courtois se blesse au début de la saison, qu'est-ce que le Real fait? Le Real va chercher Kepa pour remplacer Courtois parce qu'ils estiment que Lunin n'a pas forcément l'expérience. Kepa arrive, il fait 2-3 matchs, on voit que ça tâtonne un peu. Lunin, il a été placé et un peu comme Maignan justement en équipe de France, lorsqu'il a saisi sa chance, ça y est, c'est bon, c'était parti. Tu vois, c'est-à-dire que dès qu'il a pu enchaîner 2, 3, 4 matchs,
il nous a fait des arrêts mais exceptionnels. Si aujourd'hui le Real Madrid fait la saison qu'il arrive à faire cette année, c'est aussi en grande partie grâce à Lunin. C'est-à-dire que en championnat et en Ligue des Champions, il a été décisif. Donc certes, à quelques moments dans la saison, il est passé un peu à côté, mais je suis désolé, aujourd'hui, pour moi, la manière dont il a remplacé Courtois, il n'est pas facile du tout, surtout quand tu vois la saison dont Courtois sort, c'est extraordinaire. Franchement, bravo à Lunin, bravo pour son abnégation, bravo d'avoir attendu son heure. Hein, et moi, aujourd'hui, je le félicite et je trouve que actuellement, c'est le meilleur gardien du monde et c'est le meilleur gardien de la saison. Voilà. Allez, on passe à la prochaine catégorie, la catégorie de la pire recrue de la saison Anderson. Vraiment, cette catégorie. Ma catégorie préférée. Ma catégorie préférée. Moi, personnellement, je vous le dis, je suis pas hyper chaud sur cette catégorie préférée. La pire recrue de l'année. Bon, déjà, il y a pas mal de noms qui nous sont venus, même s'il y en a clairement un qui se détache. Il y a quelques noms qui nous sont venus. Le premier d'entre eux, c'est Nicolas Jackson Anderson. On sait que tu en as fait un de tes fils rouges. Non, mais en vrai de vrai, je pense que tout au long de la saison, il n'y a pas comme moi. Je pense qu'on regarde tous la même télévision. Hein, je pense qu'on regarde tous les mêmes matchs. Et je pense qu'à un moment donné, on a eu de l'espoir pour Nicolas Jackson et on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, non. Non, parce que je ne comprends pas. Je crois que c'était 40 millions, il me semble, son prix d'achat à Chelsea. Comment, en étant titulaire en plus, comment tu peux rater autant d'occasions dans la saison? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si Nicolas Jackson avait été au niveau des attentes qui étaient posées sur lui, peut-être que Chelsea aurait fait une meilleure saison dans le championnat. C'est-à-dire que dans l'engagement, il est présent. Il court, il défend, mais je suis désolé, ce qu'on demande à un attaquant en premier, c'est de marquer des buts. Et Jackson, c'est trop juste, trop limite. Et je suis désolé, faire un aussi gros transfert et être un aussi gros flop. Après, je pense quand même que c'est pas un immense flop comme l'est le gagnant de cette catégorie, par exemple. Mais pour moi, ouais, il mérite totalement d'être dans cette liste. Voilà. Non, je peux être que d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai nominé quelqu'un. C'est moi qui ai suggéré ce nom-là. C'est le Marseillais Joaquin Correa parce que voilà. C'est ta vendetta, ça, ta petite vendetta. Non, mais je pense que les supporters marseillais seront d'accord avec moi. C'est vrai que c'est uniquement un prêt, donc il n'y a pas de perte financière, ce qui est quand même important dans ce choix-là. Mais c'est vrai que un joueur avec son CV, voilà, il vient quand même de l'Inter Milan, il a brillé notamment à la Lazio, donc voilà, il a quand même quelques faits d'armes. Et le fait de voir un joueur justement qui arrive avec ce pédigré-là et qui n'est pas fichu de marquer ne serait-ce qu'un but dans le championnat de France, c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai que voilà, dans un climat comme celui de l'Olympique de Marseille, on sait que c'est très compliqué de s'y imposer. Et pour lui, ça a rapidement tourné au vinaigre. Donc pour moi, il mérite quand même au moins d'être parmi les nominés Anderson. On va évoquer maintenant. Je te laisse évoquer le vainqueur. Hein. Je laisse Femi évoquer le vainqueur. Parce que c'était un combat cette année. C'était un combat entre lui et moi. Je suis dépité d'arriver en fin de saison et de devoir nommer le vainqueur de cette catégorie. Je suis vraiment dépité. Le vainqueur pour la catégorie pire recrue de l'année est Randal Kolo Muani, malheureusement. Randal Kolo Muani, j'ai pas le choix, je suis obligé de le reconnaître. Voilà. Non, mais est-ce que tu trouves que c'est justifié quand même? Bah, c'est totalement justifié. On peut pas, voilà, moi, personnellement, j'ai été hypé par ce joueur par rapport à ce qu'il avait fait la saison dernière, par rapport à ce qu'il avait fait avec l'équipe de France. Et je suis assez déçu de ce que j'ai vu. Alors, bien sûr, c'est une première saison. On sait que c'est compliqué de s'adapter au PSG, mais quand même, Kolo Muani, il a globalement eu sa chance. Il a longtemps eu la beaucoup confiance. Plus que Ramos en tout cas. Pas beaucoup plus. Moi, Là-dessus, je suis pas d'accord parce que hormis le moment où Ramos il a eu son virus, là, sa maladie qu'il a écarté un peu, pour moi c'était du 50-50 et les stats donnaient même légèrement Ramos en tout cas sur la première moitié de saison avec plus de minutes. Mais en tout cas, tu peux pas dire qu'il a pas eu le temps de jeu nécessaire pour pouvoir s'imposer. Ça, là-dessus, je suis totalement d'accord. Et il a pas su le faire. Pour plusieurs raisons, selon moi.
Par rapport au style de jeu de l'équipe, on est forcément sur un schéma avec beaucoup de possession, des attaques placées. On sait qu'à Francfort, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup plus d'espace. On prend davantage la profondeur et surtout, on est moins attendu. Donc, tout ça, ça peut expliquer sa contre-performance. Moi, je me demande aussi dans quelle mesure son positionnement peut impacter, dans la mesure où moi, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas un numéro 9 de métier, Randal Kolo Muani. Quand je le vois en équipe de France sur le côté droit, je le vois bon. Je le vois bon. Et même quand il est au PSG et qu'il a les rares fois où il a été aligné sur le côté droit, je l'ai trouvé bon. Donc pour moi, il y a ces deux problématiques qui expliquent son échec. Après, ce qui fait aussi qu'on le met aujourd'hui comme pire recrue de l'année, je pense que c'est le montant du transfert. Quand on pense qu'un Randal Kolo Muani a été acheté à 90 millions, hein, c'est un chiffre qui devrait faire tilt à nos abonnés. C'est le même prix auquel on a acheté Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid, par exemple, même si le football il a changé. Hein. En fait, le montant est énorme pour le rendu, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y avait énormément d'espoir qui reposait sur Randal Kolo Muani et tous ces espoirs-là ont été à la hauteur de la déception aussi. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il n'avait pas vraiment été à la hauteur. Après, tu le dis, il y a peut-être des raisons à ça. Le fait peut-être qu'il n'a pas forcément été aligné dans son bon positionnement toute la saison. Il y a aussi peut-être le fait qu'il quitte un plus petit club pour un grand club où il y a beaucoup plus d'attentes sur lui et qu'il y a cette pression-là. C'est pas tout le monde qui arrive à s'adapter directement dès sa première saison dans un championnat. Hein. Il y a des ballons d'or qui ont eu du mal. Il y a des joueurs, des attaquants comme Didier Drogba, comme Karim Benzema qui ont eu du mal à faire cette adaptation-là. Donc peut-être que l'année prochaine, ce sera bien mieux pour Randal Kolo Muani. Mais cette année, en tout cas pour moi, au vu de ses performances, au vu du prix qu'il a coûté et au vu de son rendu global dans cet effectif parisien-là, c'est clairement la pire recrue de l'année. Après, je précise quand même hein, que c'est pas non plus catastrophique. Hein. Pour moi, je tiens à dire aussi le déchaînement qu'il y a eu autour de Randal Kolo Muani, notamment sur les réseaux, par rapport à ce qu'il a vraiment livré sur le terrain, je trouve que c'est trop dur. Bon, après, ça, c'est les gens, tu connais, sur les réseaux, ils vont toujours trop loin. Mais c'est quand même quelqu'un, voilà, il a été décisif une quinzaine de fois quand même sur la saison. C'est pas ridicule. Il aurait bien sûr pu faire mieux. Dont son but contre Marseille. Dont son but contre Marseille. Donc voilà, c'est pas rien. Mais bon, clairement, on en a fait notre pire recrue de cette année. Anderson, les deux catégories qui vont arriver maintenant, c'est les deux catégories sur lesquelles on a le plus discuté, sur lesquelles on a le plus on n'est toujours pas d'accord. On n'est toujours pas d'accord. D'ailleurs, je ne sais même pas qui sont les vainqueurs. C'est vrai que là, on sait pas. On s'est dit qu'on allait le laisser pour la vidéo et on allait décider en live qui c'est qui allait gagner. Donc là, la prochaine catégorie qui arrive, c'est la catégorie du meilleur espoir. Le meilleur espoir pour nous, hein, en termes de critères, le premier, c'est l'âge, c'est la jeunesse et c'est les accomplissements qui ont été effectués par rapport à l'âge du compétiteur. Donc là, il y a dans cette catégorie 4 noms qui sont retenus. Je t'écoute, Rémi. Le premier d'entre eux, Anderson, il s'agit de Cole Palmer. Cole Palmer, qu'est-ce que tu as pensé de sa saison, Anderson? C'est THE joueur de Chelsea. C'est THE joueur de Chelsea. Je suis désolé. Quand on débattait, j'ai dit une phrase et que je vais redire là aujourd'hui. Je pense que si Cole Palmer n'était pas à Chelsea cette saison, il serait relégable. Chelsea serait au fond de la première ligue. Non, mais, pour être plus sérieux, il a été fantastique. Franchement, Cole Palmer, il a été tout simplement fantastique. Je comprends pas comment un jeune de son âge peut, compter autant dans un effectif comme celui de Chelsea. Si on regarde les statistiques de Cole Palmer, il est parmi les meilleurs buteurs de la première ligue. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que à chaque fois que Chelsea a fait quelque chose de bien cette saison, quelque chose de bon cette saison, le nom de Cole Palmer était à côté, soit dans les buts, soit en dernière passe décisive. Donc c'est exceptionnel et c'est totalement mérité qu'il soit dans cette liste pour moi. Le deuxième nom, Anderson, c'est celui de Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, forcément, 18 ans cette année. Ça a été l'année de l'éclosion pour lui. C'est Christophe Galtier quand même qui l'a lancé en professionnel avec le Paris Saint-Germain. Il a fait quelque chose de bien quand même. Il a au moins fait ça. Voilà. C'est vrai aussi que cette première saison, il a été un petit peu ballotté
voilà, entre le milieu de terrain et le côté droit. Mais sous Luis Enrique, il a vraiment obtenu la confiance du coach dans sa position préférentielle, à savoir milieu relayeur. Et puis, il a fait étalage de ses qualités physiques. On en parlait hein, avec notre acolyte hein, FMKXOXO, on en parlait. Il nous disait que c'est vrai qu'à ce poste-là, au cœur du jeu comme ça, c'est inédit. C'est inédit de voir un joueur aussi jeune qui arrive à s'imposer et qui joue comme un briscard en fait. Il joue comme un vieux, il joue comme un gars qui a 30 piges. C'est ça qui est incroyable. Et en plus, il y a cette dimension physique, toujours cette capacité à rester debout, cette capacité à avaler les mètres. C'est juste exceptionnel ce qu'il nous a fait. On parle pas du fait que il a été sélectionné en équipe de France avant même d'être majeur. Il est le plus jeune buteur en équipe de France depuis 120 ans. Bref, c'est pour moi Warren, c'est un carton. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc c'est tout logiquement, tout naturellement qu'il est nominé dans cette catégorie. Le prochain nom, Anderson, c'est celui de Lamine Yamal. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? Moi, c'est la seule chose bien que j'ai retenue du FC Barcelone cette saison. Tout simplement. Non, je veux pas aller par quatre chemins. C'est la seule chose de bien que j'ai retenue du FC Barcelone cette saison, Lamine Yamal, parce que j'ai trouvé qu'il a été dans un océan de mauvaises choses. J'ai trouvé qu'il était la lueur d'espoir, parce que j'ai trouvé que ce petit a tellement de potentiel, à savoir que aujourd'hui, à quel âge? Il a même pas 18 ans encore. Il a même pas 17 ans. Être et porter autant le FC Barcelone à chaque fois dans les phases offensives, tu vois que c'est clairement lui le danger. À chaque fois que le Barça coinçait, la délivrance venait de lui. J'ai trouvé que sa saison, à lui personnellement, elle est fantastique. Ce jeune a tellement d'avenir et j'espère que il réussira même s'il joue pour le club ennemi. Et c'est juste normal pour moi aussi qu'il soit dans cette liste-là quand tu regardes tout ce qu'il a fait de bien dans cette saison-là et d'autant plus qu'il était dans une équipe vraiment malade, tu vois. Et tu voyais que lui, il était au-dessus de la mêlée et franchement, à son âge, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoute, le vainqueur de la catégorie, ça a beaucoup discuté, notamment entre lui et Cole Palmer. Mais notre meilleur espoir de la saison, c'est Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. Moi, j'étais pas d'accord, hein. Non, moi, j'étais pas d'accord. Pour moi, c'était Cole Palmer. Mais vas-y, tranquille. Pour moi, c'était Cole Palmer. Ah, mais c'est vrai que Wirtz, de toute façon, il fallait qu'on fasse un choix. On l'a fait. Et Florian Wirtz, pour moi, il mérite totalement ce titre par rapport à la saison qu'il a fait. Il va terminer, le gars, avec un double-double. Ouais. Il va terminer avec 20 buts et 20 passes. Plus de 20 buts, plus de 20 passes. C'est absolument sensationnel. C'est l'acteur majeur de la saison fabuleuse du Bayer Leverkusen. Et bon, ça fait quand même déjà 4 saisons qu'il est en pro, mais il est toujours relativement jeune et il a voilà. Il vient de fêter ses 21 ans. 21 ans simplement et il a voilà, il a éclaboussé cette saison de son talent. Il s'impose en plus maintenant dans la Mannschaft de Nagelsmann comme un taulier. Voilà, il a toutes les qualités pour moi pour être le futur du football mondial. Donc pour moi, c'est logique qu'il soit. Après ça, c'est selon nos critères à nous, hein, parce qu'il faut le rappeler bien évidemment que lors de l'élection du Golden Boy, hein, il ne pourra pas l'avoir étant donné qu'il a 21 ans et que c'est décerné aux joueurs de moins de 21 ans. Donc je ne serais pas surpris si ça va à Lamine Yamal par exemple. Voilà, donc selon nos critères à nous, c'est le meilleur espoir de la saison et c'est pour toutes les raisons que tu viens de citer, Femi, c'est totalement logique parce que quand on regarde la saison du Bayern et quand on regarde son apport dans cette saison-là, c'est phénoménal. Phénoménal. On passe à la prochaine catégorie, Anderson. C'est la catégorie de la révélation de la saison. Là aussi, on n'était pas d'accord. Là aussi, on n'était pas d'accord. Qu'est-ce que la révélation de la saison pour nous? Voilà, déjà c'est important de bien définir les choses. C'est important de bien définir les choses. Donc donne une bonne définition pour pas que les gens commencent à nous agresser. La révélation de la saison pour nous, c'est la personne qu'on n'attendait pas à ce niveau. C'est la personne qui a été très moyenne, voire inexistante la saison précédente et qui voilà, qui explose cette saison dans des proportions voilà qu'on n'attendait pas. Et dans cette catégorie-là, on a plusieurs noms. On a Vitinha.
Bah, écoute, Vitinha, je pense que tous les supporters parisiens et tous les gens qui regardent la Ligue 1 et peut-être aussi le PSG en Ligue des Champions vont comprendre pourquoi on l'a mis là-dedans. Je pense qu'on passe de quelqu'un très timide, hein, qu'on voyait à peine, qui avait du mal techniquement dans le PSG de Galtier notamment, à un joueur important, un joueur clé dans la réussite de la saison du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. C'est-à-dire que l'apport défensif et surtout offensif de Vitinha cette saison est incroyable. Et moi, ce qui cristallise ça pour moi, c'est le fait que maintenant, il ose tenter des frappes de loin, il ose se projeter et faire des incursions, et il a des buts en fait. Il a des buts parce que même quand tu vois que le Paris Saint-Germain a du mal, bah lui, il est là. Et puis, il dégage cette année une aisance technique qu'il n'avait absolument pas l'année dernière. Donc, c'est totalement normal qu'il soit dans la liste pour moi. Bravo à lui. Et pour les Parisiens qui pensent que je déteste leur club, quand on a parlé du joueur qui avait le plus progressé, j'ai très vite dit Vitinha. Voilà. Non, mais c'est totalement logique, hein. Il a déjà mis Marco Verratti dans le rétro en termes de nombre de buts. Et ça seulement en 2 saisons. C'est assez exceptionnel ce qu'il nous a fait. Les frappes de balles, il a énormément progressé. C'était un de ses souhaits en début de saison. Et puis surtout, je trouve, il montre énormément de personnalité. Ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel je ne l'attendais, mais pas du tout. Quand je l'ai vu l'année dernière s'effondrer face au Bayern en 8e de finale, mais je me suis dit, mais ce gars-là, en fait, il a un niveau plancher enfin un niveau plafond plutôt qui va pas aller très loin. Mais non, il a su se surpasser et c'est devenu un joueur extraordinaire. Donc il mérite d'être nominé selon nous. Et puis les 2 autres nominés, on les a déjà évoqués tout à l'heure. Il s'agit pour nous de Cole Palmer, de Florian Wirtz. On va pas redire voilà pourquoi. On va pas réitérer. Pour toi, c'est qui le vainqueur? En vrai, je pense qu'il n'y a pas de débat. En vrai, de vrai, il y a pas de débat parce que pour moi, je vais vous dire, moi, ce que je voulais faire, c'était de mettre, Cole Palmer en meilleur espoir et du coup, Florian Wirtz en meilleure progression. Mais après, quand j'ai bien repensé et en ayant donné la définition que tu as donnée, pour moi, c'est Vitinha le vainqueur de cette compétition. Vitinha élu révélation de la saison et c'est totalement mérité pour le Portugais. Là, on va arriver dans les catégories reines. Les catégories reines. Là, on est sur du sérieux. On passe tout de suite à la catégorie du meilleur joueur de la saison, Anderson. 4 noms. On en a 4. On a 4 noms. Oui. Premier d'entre eux, Anderson, c'est Harry Kane du Bayern Munich. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de sa saison? Bah, c'est une saison pour son équipe assez compliquée. Hein. On a parlé du fait que le Bayern Leverkusen est venu mettre fin à cette hégémonie du Bayern Munich en Bundesliga. Hein. Malgré ça, lui, il s'en sort très bien. Sur le plan statistique et sur le plan comptable et même dans le jeu, vraiment, il sort du lot au Bayern Munich. Il a réussi sa saison. Et surtout que, on va pas se mentir, quitter comme ça un club que tu as connu toute ta vie, arriver dans un très grand club, à savoir le Bayern Munich, je te dis que peut-être que ça ne va pas matcher. On a vu l'exemple avec Mané, pardon. On a vu l'exemple avec Mané où c'était un peu compliqué, c'est des habitudes différentes et il s'est imposé tout de suite. Il est en lice pour aller battre le record que Lewandowski a mis, je sais pas combien d'années, à battre le record de Gerd Müller. Et franchement, sa saison, elle est juste incroyable. Et pour moi, c'est logique qu'il fasse partie de cette liste des meilleurs joueurs de la saison. Deuxième nom, Anderson, c'est celui de Phil Foden. Phil Foden, voilà, c'est l'enfant chéri de l'Angleterre, c'est le prodige de Manchester City. Voilà, il a pris une dimension incroyable cette saison. Il s'est vraiment imposé comme le leader offensif des hommes de Pep Guardiola. Il nous a en plus gratifié de buts absolument, enfin, venus d'ailleurs. On sait même pas. Je sais de quoi je parle. Sincèrement, on sait même pas d'où ça vient. C'est juste incroyable. Donc, il a apporté cette saison, en fait, cette forme de régularité qui pouvait lui manquer, notamment l'année dernière. Donc, pour moi, ça fait de lui
vraiment le joueur de cette saison. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses de la saison de Phil Foden? Je la trouve fantastique. Hein. C'est-à-dire que l'année dernière, déjà, il commençait à un peu plus se révéler. Quand on voyait qu'il y avait pas mal de blessures de Bruyne, par exemple, et tout, je trouvais qu'il montait vraiment en gamme et il assumait ses responsabilités. Cette année, ça a été juste exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a encore plus progressé. Hein. Justement, j'ai peur. Je ne sais même pas où s'arrête son plafond de verre. Il est fantastique, que ce soit dans la prise de balle, que ce soit le fait qu'il arrive à s'insérer comme ça dans les petits espaces, son jeu dans les petits espaces, pareil, de loin, il est capable de te mettre des frappes extraordinaires. Il met énormément de buts aussi cette saison, hein, ce qui n'était pas forcément le cas les saisons passées, et c'est un joueur clé de Manchester City, encore plus que ça n'en a été l'année dernière. Franchement, c'est une saison magnifique, que ce soit en Angleterre ou même en Europe, malgré l'élimination de Manchester City. Lui, personnellement, il fait une très très bonne saison, de mon point de vue en tout cas. On a bien entendu nominer Florian Wirtz en qualité de meilleur joueur. C'est normal par rapport à la saison qu'il a fait. On en a parlé longuement, mais on a été assez d'accord finalement, unanime sur le vainqueur de cette catégorie. Pour nous, le meilleur joueur de la saison, c'est monsieur Jude Bellingham. Jude Bellingham, moi, je veux tout juste te dire que c'est un gamin qui arrive de Dortmund à 100 millions d'euros, qui signe dans le plus grand club du monde et qui a une pression et une attente énorme dans ce joueur-là. Il décide de prendre le numéro 5, Zinedine Zidane, qu'il a porté avant lui. Et malgré ça, première saison, il délivre. Première saison, il est déjà le championnat que le Real Madrid, la 36e Liga du Real porte déjà son nom, et c'est très fort parce que à chaque fois que le Real Madrid en championnat a eu besoin de là, il a été là. C'est-à-dire que match contre Barcelone, Classico, aller comme retour, c'est l'élément décisif. Hein. Aller, il met un doublé. Retour, c'est lui qui permet au Real de gagner ce match-là. Les matchs importants contre Girona, encore une fois de plus, un doublé, et tout au long de la saison, ça a été ça, que ce soit en championnat ou que ce soit en Ligue des Champions, même si oui, ça a été un peu plus compliqué contre Manchester City parce que voilà, Manchester City avait totalement le ballon et justement, il a dû se sacrifier, et moi, c'est ça que j'aime chez ce joueur-là, ce sens du sacrifice. Il a compris qu'il était venu au Real Madrid pour gagner des trophées, et il se donne corps et âme sur le terrain et il lâche absolument tout sur le terrain. C'est devenu le chouchou du public madrilène. Et c'est normal, parce que pour moi, aujourd'hui, Jude Bellingham est le meilleur joueur du monde, tout simplement. Le meilleur joueur de la saison, en tout cas. Ah, c'est incroyable, hein, je vais pas surenchérir. On a tous vu la saison qu'il a fait, et notamment cette première partie de saison qui était juste extraordinaire. Il a été un peu moins brillant sur la deuxième partie de saison, mais quand même, voilà, notamment lors du Classico, il donne cette victoire, qui est quasiment pour moi le but du titre. Bref, c'est une saison incroyable. Je vais pas te paraphraser Anderson. Jude Bellingham, selon nous, c'est le joueur de la saison. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec nous sur toutes les catégories qu'on a citées, hein, si vous nous dites par exemple que pour vous le meilleur espoir c'est Cole Palmer, le meilleur joueur c'est Kylian Mbappé, j'ai dit au hasard, hein, non, j'ai dit un nom au hasard, hein. Vous enflammez pas. Dites-le nous dans les commentaires, il n'y a aucun souci, on est ouvert au débat. Vous inquiétez on pas, est ouvert au débat. Sauf les gens qui vont dire Nicolas Jackson c'est le meilleur joueur de la saison. Donc on est ouvert au débat. Allez, on va passer tout de suite au 11 de la saison, Anderson, pour terminer ces awards. On va vous l'afficher tout de suite. Cette équipe, bon, on l'a constituée hein, avec notamment les vainqueurs des catégories dont on a parlé précédemment, mais il y a aussi certains joueurs qu'on voulait mettre en avant, et notamment dans cette défense, hein, puisqu'elle est composée de gauche à droite, donc de Grimaldo, Saliba, Rudiger et Carvajal. On peut peut-être parler de la saison, par exemple, d'un joueur comme Alejandro Grimaldo. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? On en a parlé tout à l'heure d'un de ses coéquipiers. En fait, c'est une saison fantastique. C'est-à-dire que je trouve que Xabi Alonso a réussi à sublimer chacun de ses joueurs et à leur faire, comment dire, jouer encore mieux que ce qu'ils étaient capables de faire les saisons précédentes. Et Grimaldo en est l'exemple parfait. Franchement, son apport dans la victoire du Bayern en championnat et puis dans cette épopée européenne du Bayern en Europe, c'est juste fantastique. C'est-à-dire que cette saison,
le nombre de kilomètres qu'il court, c'est impressionnant en fait. Le nombre de sang qu'il laisse sur le terrain, c'est juste exceptionnel. C'est normal en fait qu'il soit là à gauche dans cette défense. Extraordinaire et en plus la qualité de frappe qu'il a, les bangers qu'il a mis sur coup franc, tous les centres qu'il a notamment distillés à ses attaquants ou même à son collègue de l'autre côté. Frimpong, c'est juste sensationnel. Pour tout ça, il mérite largement cette place sans discussion possible en tant qu'arrière gauche de notre équipe. Peut-être aussi parler de la saison du revenant Carvajal parce que c'était pas gagné qu'il soit là. Ah, c'était pas gagné du tout. Carvajal, chaque année, on l'enterre, on pense que c'est sa dernière saison. Et là, cette saison, il nous sort encore une saison XXL. Franchement, le vieux père. Non, on demande pardon parce que tu es trop fort. Faut nous dire c'est quoi ton secret. Parce que Carvajal, cette saison, clairement, on a vu, on voit la différence. C'est-à-dire que quand on regarde ce match aller contre le Bayern, on voit que Carvajal manque cruellement à ce Real Madrid-là. Et puis même dans la saison, il fait une saison extraordinaire, encore une fois de plus. Ses centres, ses passes décisives, même les buts cruciaux qu'il a mis cette saison, parce que vraiment, il a été un peu partout. Et tu te demandes, mais en fait, comment quelqu'un comme ça, qui a pratiquement 35 ans, je crois, si je ne m'abuse, il arrive à te sortir cette saison-là avec le Real Madrid. Bravo, franchement, bravo à Carvajal pour cette saison-là. Je l'ai trouvé fantastique. C'est-à-dire que son apport offensif cette saison au Real était encore plus que les années précédentes, mais surtout que à 35 ans, si j'ai bien le bon âge, je trouve qu'il défend encore mieux. Et je comprends pas comment c'est possible. C'est-à-dire que je pense que il prend de l'expérience et du coup, il sait comment se placer, comment défendre et comment bloquer ses adversaires parce que c'est très très dur de passer Carvajal aujourd'hui. Écoute, je pense que on est d'accord avec toi sur la charnière. Rudiger Saliba, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de débat. Rudiger, je pense qu'on a tous vu. Je pense qu'on a tous vu. Je pense également qu'un Saliba mérite d'être là par sa régularité. On sent aussi que voilà, cette saison, sa présence pour Arsenal, notamment lors du sprint final, fait énormément de bien. Ça n'avait pas été le cas la saison dernière et ça s'est payé cash dans le sprint final puisqu'ils ont perdu le titre et ils ont perdu lamentablement en plus à l'Etihad Stadium. Là, il est totalement présent. Peut-être justement ce step à passer avec la sélection pour être totalement le défenseur français qui domine, mais clairement la saison qui fait en première ligue avec Arsenal, voilà, c'est le patron de cette défense et il aide même son compère, je trouve, Gabriel, à être meilleur, donc aucune discussion là-dessus. Le milieu de terrain, on en a parlé en long et en large de Vitinha, de Jude et de Wirtz. Et en attaque, on a décidé d'associer Vinicius Junior à Phil Foden et à Harry Kane. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton poulain aussi Qu'est-ce que tu veux que je dise aujourd'hui? Pour moi, à son poste, à savoir ailier gauche, c'est le meilleur ailier gauche sur la planète. Parce que Vinicius a cette capacité en 1 contre 1 que personne d'autre n'a d'éliminer son adversaire. C'est exceptionnel ce qu'il fait encore. Et puis, j'ai l'impression que depuis quelques années maintenant, il a assumé aussi ce nouveau rôle qu'il a au Real Madrid parce que Benzema est parti. Il a dû aussi step up et montrer que voilà, je suis là, je suis devenu un patron du vestiaire et sur le terrain parce que cette saison aussi, comptablement parlant pour Vinicius, c'est une très bonne saison. C'est une très très bonne saison. Et moi, ce que je lui reprochais beaucoup les années précédentes, c'était sa finition. Mais là, cette année, Vinicius, il est devenu létal. Il est devenu très, très létal. C'est-à-dire qu'il ne lui faut pas 10 occasions pour mettre un but, en fait. Et comment dire, le fait qu'il démarre ses actions à gauche, il est totalement imprévisible. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur ce joueur-là, c'est que bien évidemment, il aime marquer des buts, mais il aime faire marquer aussi. Et c'est très, 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 très important pour cette notion de grand joueur. Et à son côté gauche aujourd'hui, je ne vois pas d'équivalent. Je suis désolé, je ne vois vraiment pas qui rivalise avec lui à ce poste-là. Voilà pour le 11 de la saison. On a également des remplaçants qu'on vous a affichés là. Il y a pas mal de noms. On peut peut-être en profiter pour évoquer le sort de Monsieur Kylian Mbappé-Lotin puisque on ne l'a pas nominé dans nos meilleurs joueurs de la saison, alors qu'il reste quand même sur un bilan statistique
assez exceptionnel. Qu'est-ce que toi, tu penses de sa saison? Écoute, je vais citer un grand philosophe. Quand tu vois le contenu de ces matchs, ce n'est que normal qu'il ne soit pas parmi les 11 meilleurs joueurs de la saison. Point final. Point final. Je pense qu'on va s'arrêter là. Point final. Rien d'autre à dire. Parce que les statistiques, ça va 2 secondes. Regardez les matchs. Arrêtez de regarder les matchs sur Eurosport, sur SofaScore, avec des statistiques. Et dès qu'ils mettent 2 buts, on lui met 8,8. Regardez les matchs, s'il vous plaît. Non, mais je suis totalement d'accord. Et on a mis d'ailleurs son compère Ousmane Dembélé dans la liste. Pour nous, c'est le meilleur élément offensif du Paris Saint-Germain, donc c'est totalement logique qu'il soit là. Également peut-être un mot sur Odegaard, puisque c'est le capitaine d'Arsenal. On a hésité beaucoup à le mettre dans le 11. Hein. Il a fait une très bonne saison. Franchement, Odegaard, c'est un ancien pensionnaire du Real Madrid. C'était un peu compliqué pour lui. Là, il a trouvé son équipe, il a trouvé sa voie et il fait une saison incroyable aussi avec Arsenal. On a vraiment hésité parce que je trouve que lui aussi, il mériterait d'être dans ce 11-là, mais les 3 qu'on a choisis et la formation qu'on a choisie, bah, c'était pas possible pour lui d'être là, mais sinon, très grosse saison de la part d'Odegaard. Voilà, c'était nos awards. Hein. C'était pas évident hein, de faire cette liste et surtout ces choix. Vraiment, on se rend compte que c'est pas évident. Mais bon, on s'est vraiment amusé à faire ça. Surtout, dites-nous hein, ce que vous pensez, vous. Qui vous auriez mis dans ces catégories, qui vous auriez mis vainqueur, notamment en tant que joueur de l'année, en tant que meilleur espoir de la saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplay foot. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!